Ma mère a dit, de toute façon, tu n'as pas un travail stable. Garde juste les enfants pour ton frère. Puis elle a laissé 3 jeunes enfants juste sur le pas de ma porte. Mais à ce moment précis, j'étais sur un bateau de croisière, naviguant dans les eaux chaudes du Mexique, et mon téléphone a commencé à exploser de ses cris, « Reviens ici et arrange ça tout de suite. » Je m'appelle Kylie. J'ai 30 ans. Je suis graphiste indépendante et créatrice de contenu. Je dirige ma propre entreprise, je possède mon appartement, et je m'en sors plutôt très bien. Mais aux yeux de ma famille, parce que je travaille de la maison, et que je n'ai ni mari ni enfant, je suis celle qui n'a rien à faire. Celle qui est toujours disponible, la babysitter gratuite par défaut à chaque Noël. Cette année, ils sont allés beaucoup trop loin. Ils n'ont pas demandé, ils ont simplement décidé que ma vie pouvait être mise sur pause, pour qu'ils puissent avoir leurs vacances parfaites sans les enfants. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que finalement, c'est moi qui les ai mis sur pause. Si vous avez déjà été traité comme la personne pratique de votre famille, vous allez vouloir entendre comment tout cela s'est déroulé. Cliquez sur le bouton j'aime si on vous a déjà demandé de tout laisser tomber pour la famille. Commentez ci-dessous ce que vous auriez fait à ma place, et abonnez-vous avec les notifications activées, car cette histoire devient folle. Plongeons dans le vif du sujet. Je me souviens encore de ce Noël, il y a exactement 2 ans, comme si c'était hier. Celui où tout a commencé à devenir insupportable. Ça a commencé le 23 décembre. J'ai quitté mon appartement tôt, j'ai conduit les 3 heures habituelles dans les embouteillages pour arriver chez ma mère en banlieue. J'avais mon sac de nuit et quelques cadeaux dans le coffre. Au moment où j'ai franchi la porte, l'odeur familière du pain m'a accueilli, mais la demande immédiate aussi. Maman a levé les yeux du canapé et a dit, « Kylie, tu arrives juste à temps. Le sapin est à moitié fait, et j'aurais vraiment besoin de ton aide pour les lumières. Elles sont encore emmêlées. » J'y ai passé tout l'après-midi, à démêler les guirlandes lumineuses, à tester les ampoules qui ne fonctionnaient pas, à les enrouler uniformément autour des branches. Maman était assise à proximité avec son téléphone, me demandant de temps en temps de déplacer une section plus haut ou plus bas. Une fois les lumières installées, j'ai placé les décorations une par une, les boules de verre, les souvenirs de famille, les créations manuelles des enfants des années précédentes. J'ai arrangé les branches, j'ai ajusté les toiles au sommet jusqu'à ce qu'elles soient droites. Quand j'ai eu fini, le sapin était magnifique, scintillant à la fenêtre du salon. Puis sont venus les cadeaux. Maman avait une pile qui attendait sous le sapin, mais plusieurs devaient encore être emballés. Elle m'a tendu le papier, le ruban adhésif, et les nœuds. Je suis resté assise par terre pendant des heures, à mesurer, à couper, à plier les coins, et à faire de jolis nœuds. Mes doigts sont devenus collants à cause du ruban, et mes genoux me faisaient mal sur le sol dur, mais j'ai continué car la pile était sans fin. J'ai aussi préparé la nourriture pour le lendemain, j'ai coupé les légumes, fait mariner le jambon, et sorti les ingrédients pour que tout soit prêt. Preston et Lana sont arrivés le matin du réveillon de Noël avec Ava, qui avait 4 ans, et Ethan, qui en avait 2. Les enfants ont fait irruption, pleins d'énergie, criant à propos du Père Noël et des cadeaux. J'ai aidé à rentrer leurs affaires, valises, sacs à langer, un parc pliable, et des jouets qu'ils ne pouvaient pas laisser derrière eux. Maman les a tous serrés dans ses bras, puis s'est tournée vers moi. « Kylie, tu es si douée avec les petits. Peux-tu les surveiller pendant que nous finissons de nous installer ?» Cette demande a duré toute la journée. Pendant que maman, Preston et Lana se détendaient près de la cheminée avec des tasses de lait de poule, discutant et riant du travail et de vieux souvenirs, moi, je suis resté avec les enfants. Ava voulait ouvrir chaque cadeau immédiatement, déchirant le papier partout. Ethan se promenait à 4 pattes, mettant tout dans sa bouche. Je ramassais les morceaux d'emballage, les pliant constamment pour que personne ne s'étouffe. Quand Ava a eu une nouvelle poupée, elle a insisté pour jouer tout de suite, alors je me suis assise par terre pour la monter avec elle. Ethan est devenu grognon en milieu de matinée, alors je l'ai porté, le berçant jusqu'à ce qu'il se calme. L'heure du déjeuner est arrivée, et j'ai préparé des assiettes séparées pour les enfants. De petites portions, coupées en tout petits morceaux, pour qu'ils ne risquent pas de s'étouffer. J'ai donné à manger à Ethan dans sa chaise haute, pendant qu'Ava mangeait à la petite table. Les adultes prenaient leur repas à la table de la salle à manger, leurs assiettes bien remplies, leurs verres de vin resservis. Je grignotais des bouchées de mon propre plat, entre 2 essuyages de bouche et 2 nettoyages de dégâts. L'après-midi s'est déroulé de la même manière. Changement de couche, heure du goûter, encore des jeux. Ethan s'est frotté les yeux tôt,
épuisé par l'excitation, alors je les berçai dans la chambre d'amis, en chantant doucement jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Ava voulait qu'on lui lise des histoires, encore et encore. Le salon s'est rempli de l'odeur des biscuits qui cuisaient et de la viande qui rôtissait, mais je n'en percevais que des effluves en courant après les enfants. Puis le soir est arrivé, et le moment qui reste le plus clairement gravé dans ma mémoire s'est produit. Les lumières du sapin brillaient de tout leur feu. Tout le monde était en pyjama confortable après s'être changé rapidement. Maman a tapé dans ses mains avec enthousiasme. « Ok, c'est l'heure de la photo de famille. » Tout le monde devant le sapin. « Dépêchez-vous, prenons une belle avant que les enfants ne s'effondrent. » Preston a hissé Ava sur ses épaules. Lana se tenait à côté de lui, le bras autour de la taille de maman. Ils se sont arrangés parfaitement, souriant à pleines dents. J'étais de l'autre côté de la pièce, sur le canapé, berçant Ethan qui venait de se rendormir après s'être réveillé grognon. Son poids chaud pesait sur ma poitrine, sa respiration était régulière. Je ne voulais pas le déranger, alors je suis restée assise, pensant que je me glisserais dans le groupe une fois le retardateur enclenché ou que quelqu'un m'appellerait. Mais personne ne l'a fait. Maman a posé le téléphone sur la cheminée, a déclenché le retardateur, et s'est précipitée pour reprendre sa place. Souriez. Flash. Ils ont vérifié, on rit. Encore une. Un autre flash, puis un autre, juste pour être sûr. Preston a dit, celle-ci est super. Lana a ajouté, oui, prends-la avant qu'Ava ne commence à gigoter. Pas un seul regard dans ma direction. Pas de, Kylie, viens nous rejoindre. Pas de, attendez une seconde pour Kylie. Juste de l'enthousiasme pour les photos qu'ils avaient déjà. J'étais assise là, dans le coin sombre, tenant un enfant endormi, regardant le groupe que j'avais rendu possible, les enfants calmes, le sol propre, le décor parfait. Et je n'étais dans rien de tout ça. Plus tard, après que les enfants aient enfin été couchés pour la nuit, et que les adultes soient passés au salon pour un film et d'autres verres, j'ai réchauffé des restes au micro-ondes. Le jambon était sec à ce moment-là, les accompagnements froids. J'ai mangé debout au comptoir, une fourchette dans une main, faisant défiler mon téléphone de l'autre pour éviter le silence. Quelques semaines plus tard, maman a posté la photo choisie dans la discussion de famille. La grande version imprimée, maintenant encadrée et accrochée juste au-dessus de la cheminée dans son salon. Tout le monde rayonnant, les bras liés, le sapin scintillant derrière eux. Elle est restée là pendant les 2 années suivantes, accueillant chaque visiteur. Le souvenir parfait d'un Noël en famille. Sauf que je n'y étais pas. Cette nuit-là, en mangeant de la nourriture froide seule pendant que le rire provenait de l'autre pièce, la blessure a été différente. Ce n'était plus seulement de la fatigue. C'était la réalisation claire et nette que dans leur image, au sens propre comme au figuré, je ne comptais tout simplement pas. L'appel est arrivé un après-midi de fin novembre, alors que j'étais plongé dans l'édition de fichiers pour un client important. J'étais à mon bureau, dans mon appartement, entouré de 2 moniteurs, de palettes de couleurs, et de calques ouverts dans Photoshop. Le projet était une refonte de marque pour une start-up technologique, un enjeu de taille, une grosse rémunération, et une date limite qui approchait juste après le nouvel an. Mon téléphone a vibré contre le bois. Maman. J'ai coupé la musique dans mes écouteurs et j'ai répondu, en mettant le haut-parleur pour garder les mains libres. Salut, maman, ai-je dit, en cliquant sur enregistrer ou sur la dernière version. Kylie, ma chérie. Sa voix était chaleureuse, presque chantante, le ton qu'elle utilise lorsqu'elle est sur le point d'annoncer une bonne nouvelle. Comment ça va? Toujours aussi occupée. Nous avons échangé les banalités habituelles. Elle m'a demandé quel temps il faisait en ville. Je lui ai demandé des nouvelles de son club de jardinage. Puis elle a abordé le sujet. Alors, je pensais à Noël cette année. Preston et Lana sont complètement épuisés. Il fait des heures supplémentaires au cabinet, et avec 3 enfants de moins de 7 ans, ils ont à peine un moment pour respirer. J'ai continué à travailler, en faisant glisser une forme vectorielle. Oui, c'est difficile. 3, ce n'est pas une blague. N'est-ce pas, a-t-elle dit, comme si je venais de la soutenir. C'est pourquoi j'ai eu l'idée parfaite. Ils méritent une vraie pause. Juste les adultes. De bons dîners au restaurant, peut-être une petite escapade à proximité, sans le chaos des jouets et des crises de colère. Et les enfants peuvent rester avec toi quelques jours. Ton appartement est spacieux, central, et tu es de la famille.
Ils apporteront tout ce dont ils ont besoin, le lit parapluie, les couches, les biberons, les vêtements. Ava a 6 ans maintenant, elle est si serviable. Ethan en a 4, plein d'énergie. Et Harper a 8 mois, mais elle dort la plupart des nuits. Mon curseur s'est figé en plein vol. Restez avec moi quelques jours? Oui, ma chérie. Du réveillon de Noël jusqu'au 27 ou 28, selon leur plan. Ce sera du temps de qualité avec les petits-enfants. Tu dis toujours à quelle vitesse ils grandissent. J'ai posé mon stylet. Maman, je ne peux pas. Ce projet est énorme. Je suis complètement booké pendant les fêtes. Les révisions des clients arrivent par vagues imprévisibles, et j'ai des appels de prévus. Un court silence, puis sa voix est restée douce. Oh, ma chérie, je sais que tu travailles dur, mais tu es à la maison, non? Ce n'est pas comme si tu devais faire des trajets ou pointer à une horloge. Les enfants peuvent s'occuper pendant que tu es sur ton ordinateur. Ava peut colorier. Ethan a ses tablettes. Harper fait surtout la sieste. Tu les remarqueras à peine. Je les remarquerai, ai-je dit, en essayant de garder un ton neutre. Un bébé a besoin d'être nourri, changé, apaisé constamment. Et les 2 plus grands ont besoin d'attention, de repas, de bains. C'est un travail à plein temps. Je ne peux pas diviser mon attention comme ça et fournir un travail professionnel. Elle a émis un son doux et compréhensif. Je comprends, vraiment. Mais pense à ton frère. C'est lui qui porte le crédit immobilier de la famille, les frais de garde, l'assurance maladie pour 5 personnes. Une vraie pression, tous les jours. Tes délais sont importants, mais ils sont flexibles. Tu organises tes propres horaires. Les aider signifierait tout pour eux. Maman, mes horaires sont flexibles, mais le travail n'est pas optionnel. Si je prends du retard, je perds le client. Ce n'est pas un passe-temps. Bien sûr que ce n'est pas un passe-temps, a-t-elle dit rapidement, de nouveau apaisante. Tu as du talent, nous le savons tous. Mais soyons réalistes. Les enfants t'adorent. Ava parle de Tati Kylie tout le temps. Cela créerait des souvenirs pour eux, et pour toi. Ne veux-tu pas ce lien? Je me suis frotté la tempe. Je veux les voir, mais pas en sacrifiant mon entreprise. Peut-être une visite d'une journée, où je peux venir chez toi. Cela ne donnerait pas à Preston et Lana la pause dont ils ont besoin, a-t-elle répondu doucement. Ils attendaient avec impatience du temps pour adultes. Je ne t'ai suggéré que parce que je savais que tu comprendrais. La famille se soutient mutuellement. La conversation s'est éternisée. Chaque objection que je soulevais, elle la contrait avec une autre couche de raisonnement doux, comment les enfants seraient déçus si les plans changeaient, comment Preston avait déjà commencé à regarder les réservations, comment mon appartement était parfait, quartier calme, chambre supplémentaire, comment j'étais la mieux placée pour aider parce que ma vie était moins compliquée. Quand j'ai insisté davantage, maman, je dis sérieusement non, son ton est resté calme, presque déçu. Kylie, s'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. J'ai déjà dit à Preston que tu étais excitée à cette idée. Il est soulagé, en fait. Lana a été si dépassée. Tu ne voudrais pas les laisser tomber à la dernière minute, n'est-ce pas? Je veux juste que tout le monde soit heureux. Heureux pour tout le monde, sauf pour moi, apparemment. Allons, ce n'est pas juste, a-t-elle dit doucement. Je t'aime tout autant. C'est une question d'équilibre. Ton frère a de vrais fardeaux. Tu es libre d'aider d'une manière qu'il ne peut pas. C'est tout. J'ai senti le poids familier s'installer, un mélange de culpabilité et de frustration. Elle ne criait jamais, n'insultait jamais ouvertement. Juste cette insinuation constante, mon travail n'était pas aussi valable, mon temps moins précieux, mon refus égoïste. Finalement, alors que je cherchais une autre façon de rester ferme, elle a conclu. Quoi qu'il en soit, c'est réglé. Je dirai à Preston que les dates sont bonnes. Les enfants seront si excités. Je t'aime. On se parle bientôt, maman. Clic, la ligne a été coupée. Je suis restée assise, à fixer l'écran, le cœur battant. Le fichier de design est devenu flou devant moi. La colère a monté, d'abord chaude et vive. Puis est venu le sentiment d'impuissance, le même qu'il y a 2 ans, quand je ne valais même pas la peine qu'on m'attende pour une photo. Elle n'avait pas écouté. Pas une seule fois. Elle avait décidé, informé,
et raccroché avant que je puisse me défendre correctement. Et en disant à Preston que j'avais accepté, elle avait pipé les dés. Maintenant, refuser ferait de moi la méchante aux yeux de tous. J'ai fermé lentement l'ordinateur portable. Le projet pouvait attendre quelques minutes. Mon esprit s'est emballé, pensant aux implications, plusieurs jours seul avec 3 jeunes enfants, sans renfort, sans échappatoire, mon entreprise en suspens pendant la haute saison. Plus j'y pensais, plus cela devenait clair. Il ne s'agissait pas du fait que les enfants s'ennuyaient de moi. Il s'agissait de commodité. Ma commodité, ou son absence, n'avait jamais été prise en compte. Le soir, la colère s'était transformée en quelque chose de résolu. Je n'allais pas laisser passer ça encore une fois. Après avoir raccroché, je suis resté allongé dans mon lit, à fixer le plafond, incapable de dormir. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai finalement vérifié l'email familial. Cette nuit-là, les pensées fusaient dans ma tête sans arrêt. J'ai repassé chaque partie de la conversation, comment maman avait balayé mes inquiétudes si doucement, faisant paraître mes objections déraisonnables. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère, pas une colère explosive, mais une colère sourde qui m'a tenu éveillé jusqu'à l'aube. Quand le matin est arrivé, je me suis traîné jusqu'à mon bureau, un café à la main, essayant de me concentrer sur mon travail. Mais chaque notification ou pensée parasite me ramenait à l'appel. Le lendemain fut similaire. J'ai réussi à traiter quelques emails, mais ma productivité était faible. Je me surprenais à fixer mon téléphone, tenter d'appeler maman et de tout lui déballer, de lui dire à quel point c'était mal. Mais je connaissais le schéma, elle écouterait tranquillement, puis redirigerait avec des questions sur pourquoi je ne pouvais pas simplement aider, ou des rappels de combien Preston en avait besoin. Le soir, le doute s'est insinué. Étais-je trop sensible? Les familles s'entraident, non? Peut-être que je pourrais m'arranger, jongler avec les enfants entre les échéances. La deuxième nuit, le sommeil fut encore pire. Je me suis tourné et retourné, imaginant des scénarios, les enfants arrivant, le chaos dans mon appartement, des appels de clients manqués, un bébé qui pleure pendant que je suis en visioconférence. La manipulation semblait plus claire dans le noir, comment elle n'insultait jamais directement, mais laissait entendre que ma vie était moins exigeante, moins digne de protection. Le sentiment d'être piégé s'est alourdi. Le 3e jour, la frustration l'a emporté. J'avais besoin de preuves que je n'imaginais pas tout. J'ai ouvert l'email du groupe familial, quelque chose que je ne vérifiais que rarement en profondeur. En remontant, il était là, un message de maman, daté du lendemain de notre appel. Elle avait écrit à Preston, Lana et à la famille élargie, bonne nouvelle pour Noël. Kylie est si excitée d'avoir les enfants chez elle quelques jours. Elle me disait à quel point il lui manque et qu'elle veut ce temps spécial de tante. Son appartement est idéal, et elle est heureuse de vous offrir à tous les deux une pause bien méritée. J'ai hâte d'être au fait. Je l'ai lu plusieurs fois, le cœur serré. Excité. Me disait. Rien de tout cela ne s'était produit. Elle avait pris mon silence forcé et l'avait transformé en un volontariat enthousiaste. Ce n'était pas seulement planifié sans demander, c'était diffuser un mensonge pour m'enfermer. Si je refusais maintenant, je passerais pour quelqu'un de peu fiable, celle qui se désiste et gâche tout. La trahison m'a piqué au vif. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai fait le tour de l'appartement, le cœur battant. Ce n'était pas nouveau, mais le voir écrit noir sur blanc le rendait indéniable. Elle n'entendait pas mon nom, elle l'effaçait. Le même après-midi, j'ai appelé Marley. C'est mon amie la plus proche, celle qui va droit au but avec une logique claire. Je lui ai raconté l'appel mot pour mot, puis je lui ai lu l'email. Elle est restée silencieuse au début, puis a dit, c'est de la manipulation de manuel, Kylie. Elle ne respecte pas tes limites, elle les supprime et réécrit l'histoire. Ainsi, tu es l'héroïne dans sa version, mais la méchante si tu t'y opposes. Nous avons parlé longtemps. Marley a souligné les schémas, dévalorisé ma carrière en la qualifiant de flexible, élevé le stress de Preston comme le seul valide, utilisé les enfants comme levier émotionnel. L'email, c'est son assurance, a-t-elle dit. Maintenant, toute la famille pense que tu es d'accord. Faire marche arrière fait de toi la mauvaise personne. Puis elle est devenue pratique. Au pire, et ne laisse pas ça arriver, si tu n'es pas à la maison quand il se présente, et qu'il laisse un bébé de 8 mois dehors, même brièvement, c'est un abandon. Services sociaux, rapport de police, un bazar juridique. Dans cet état, c'est sérieux.
Ne les laisse pas te mettre dans une situation où tu es dépassé ou responsable. Son avertissement a fait mouche. J'étais tellement concentré sur l'aspect émotionnel que je n'avais pas envisagé les risques pratiques. Marley ne s'est pas arrêtée là. Tu as laissé passer ça avant parce que tu es gentille. Mais la gentillesse sans limite, c'est juste le besoin de plaire aux autres. C'est la ligne à ne pas franchir, Kylie. Trace-la maintenant, fermement, ou elle continuera de bouger. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et je suis resté assise avec tout ça. Le conseil résonnait, mais agir dessus semblait énorme, un potentiel conflit familial, des accusations d'égoïsme. Pendant les jours suivants, j'ai hésité. J'ai rédigé des messages à maman pour lui expliquer pourquoi je ne pouvais pas, puis je les ai effacés, craignant la réponse. Le travail s'est accumulé alors que la distraction échouait. J'ai même regardé des annonces de nounous à court terme en ligne, me demandant si un compromis était possible. Mais à chaque fois, les mots de Marley me ramenaient à la réalité. Ce n'était pas un compromis, c'était une capitulation. En milieu de semaine, la clarté est venue. Au cours d'une soirée tranquille, je parcourais des sites de voyage, rêvant nonchalamment d'évasion, quand une publicité pour une croisière est apparue, la Riviera mexicaine, des ports chaleureux, une croisière de luxe tout compris, juste avant la date de dépôt des enfants. Option pour voyageurs solo, sans poser de questions. L'idée a déclenché quelque chose de défiant. Pas seulement dire non, mais me retirer complètement. J'ai cherché les détails, l'itinéraire avec des escales dans des endroits ensoleillés, les commodités à bord, les avis de voyageurs solo. Le coût était important, des milliers de dollars que j'avais économisés pour autre chose, mais cela semblait en valoir la peine. Tard cette nuit-là, j'ai réservé. Cabine avec balcon, repas inclus, excursions optionnelles. L'email de confirmation est arrivé, et une montée d'adrénaline m'a envahi. C'était réel. Les semaines suivantes se sont envolées dans une action secrète. D'abord, les serrures. J'ai appelé un serrurier pour le lendemain. Nouveau verrou et poignée partout. Aucune copie faite pour qui que ce soit. Ensuite, les caméras. J'ai commandé un ensemble complet en ligne, une sonnette avec une vue large, des détecteurs de mouvement dans le couloir. Configuration facile via une application pour un accès à distance. L'installation a pris un après-midi. Les tests ont montré des flux vidéo clairs, de n'importe où. Pour éviter les soupçons, j'ai maintenu une communication légère, des textos à maman comme « tout est prêt ici » ou « j'ai hâte de voir les enfants » avec des émojis. Elle répondait joyeusement, envoyant des listes d'allergies et des horaires. J'acquiesçais numériquement, tout en préparant ma vraie valise, des vêtements légers, de la crème solaire, des romans, rien qui ne soit lié aux enfants. Côté travail, j'ai mis les bouchées doubles pour tout boucler. J'ai terminé les projets en attente en avance, j'ai configuré des réponses automatiques expliquant une disponibilité limitée pour des raisons familiales, et j'ai informé les clients clés de ma brève période hors ligne. Tout était réglé de manière professionnelle. À l'approche de la date de départ, la nervosité se mêlait à l'excitation. Plus de doute. Le plan était verrouillé, tout comme mes portes. Tôt un matin, au milieu de la croisière, j'étais assise sur le pont en sirotant un café quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt avec des alertes de caméra. J'étais sur le bateau depuis quelques jours, m'habituant déjà au rythme du soleil chaud, des vues sur l'océan, et de l'absence totale d'obligations. Buffet de petit déjeuner, lecture au bord de la piscine, spectacle en soirée, c'était le genre de paix dont je ne savais pas que j'avais si désespérément besoin. Mon téléphone était en mode ne pas déranger, à l'exception des notifications de la caméra, au cas où. Les alertes sont arrivées en cascade, mouvements détectés, sonnette actionnée encore et encore. J'ai ouvert l'application, mon cœur s'accélérant. Le flux en direct s'est chargé, 2 voitures se garaient dans mon allée, chez moi. Le SUV de maman et le camion de Preston. C'était le jour où ils avaient prévu de déposer les enfants. J'ai zoomé. Maman est sortie la première, emmitouflée dans son manteau d'hiver, dirigeant Preston alors qu'il déchargeait les valises du coffre. Des grandes, des sacs de sport, une poussette, des sacs de jouets et de fournitures. Lana est sortie du côté passager, tenant bébé Harper serré contre le froid, tandis qu'Ava et Ethan sautaient de la voiture, excités au début, en montrant mon immeuble. Ils se sont approchés de la porte. Maman a sonné à plusieurs reprises. Rien. Preston a frappé fort, puis a cogné avec son poing. Kylie, ouvre. On est là.
La voix de maman passait par le micro. Ava a tiré sur le manteau de Lana, demandant quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Les minutes ont passé. Ils ont sonné à nouveau, ont frappé plus fort. Les téléphones sont sortis. Le mien vibrait silencieusement dans ma main avec des appels manqués, mais je n'ai pas répondu. Les textos affluaient aussi, mais je les ai ignorés pour l'instant. Les enfants ont commencé à s'agiter. Ethan s'est plaint d'avoir froid, en tapant des pieds. Ava s'est serrée dans ses bras, sa respiration visible dans l'air glacial. Harper a commencé à s'agiter dans les bras de Lana, un petit cri qui s'intensifiait. Lana la berçait, l'air inquiète, resserrant la couverture. Preston faisait les 100 pas sur le porche, le visage rouge. Elle savait qu'on arrivait à 10 heures. Où diable est-elle? Maman a essayé la poignée. Verrouillée, bien sûr. Elle a fouillé dans son sac, peut-être pour une vieille clé, mais ça n'a pas marché. Ce n'est pas drôle, Kylie. Sors. Les pleurs se sont intensifiés. Harper hurlait carrément. Ethan s'est joint à elle, les larmes coulant. Ava avait l'air effrayée maintenant, s'accrochant à la jambe de Lana. Le vent s'est levé, des flocons de neige commençaient à tomber. La voix de Lana s'est brisée. Il fait trop froid. Il gèle. On ne peut pas rester ici comme ça. Preston a lâché, elle va bien finir par arriver. Elle a dit qu'elle était prête, mais il semblait incertain, vérifiant à nouveau son téléphone. Maman continuait d'appuyer sur la sonnette, appelant mon nom de plus en plus fort. Le temps s'est encore écoulé. Les pleurs des enfants sont devenus désespérés. Lana berçait Harper frénétiquement, les larmes aux yeux. Il faut les mettre à l'intérieur, quelque part au chaud. Preston s'est frotté les mains, son souffle formant des nuages. Je vais chercher un café ou quelque chose au magasin du coin. Gardez-les dans la voiture, peut-être. Il a trotté jusqu'à son camion et est parti rapidement. Maman et Lana se sont blottis près de la porte avec les enfants, essayant de les protéger du vent. Ava sanglotait, j'ai froid, mamie. Les cris de Harper perçaient le son. C'est alors que la porte du voisin s'est ouverte. Monsieur Newman, le vieil homme d'à côté qui s'était toujours plaint du bruit, est sorti en robe de chambre. Il a observé la scène, des enfants en pleurs sur le porche, des sacs partout. Sa voix a tonné, que se passe-t-il ici? Vous ne pouvez pas laisser des enfants dehors dans ce froid. C'est dangereux. Mettez-les dans une voiture avec du chauffage, ou j'appelle la police tout de suite. Ce n'est pas normal. Maman s'est retournée, affichant son sourire charmeur. Oh non, c'est juste un malentendu. Ma fille habite ici. Elle nous attend. Un problème technique avec la porte. Monsieur Newman n'a pas été dupe. On dirait qu'il n'y a personne. Ces petits sont en train de devenir bleus. Faites-les bouger maintenant, ou je compose le 911. Lana a eu l'air paniqué, hochant la tête. On y va, on y va. Preston est revenu juste à ce moment-là avec un sac de boissons chaudes. L'urgence s'est fait sentir. Ils ont commencé à tout recharger dans les véhicules à la hâte. Les enfants attachés, toujours en pleurs, les portières claquant. Maman est restée en dernier, lançant un dernier regard furieux à la porte, puis a laissé une avalanche de messages vocaux que je pouvais voir s'accumuler. L'allée s'est vidée. Silence sur le flux vidéo, à l'exception du vent. J'ai regardé les clips enregistrés plus tard. Des dizaines d'appels manqués, des textos allant de la confusion à la fureur. Des messages vocaux de maman exigeants, suppliants, m'accusant d'irresponsabilité. De Preston, de courtes rafales de colère sur les plans ruinés. Ce soir-là, alors que le bateau voguait doucement sous les étoiles, une autre alerte. Preston seul cette fois, se garant n'importe comment. Il s'est approché de la porte, a essayé la poignée brutalement, l'a même heurté une fois avec l'épaule. La clé n'a pas fonctionné, bien sûr. Il a marmonné des jurons que le micro a capté, a donné un petit coup de pied dans une valise par frustration, puis est parti après quelques tentatives infructueuses. La caméra a tout enregistré, chaque seconde, clairement. Pendant tout ce temps, je regardais depuis le balcon de ma cabine, un verre à la main, les vagues clapotant en dessous. Un mélange de sentiments, une vindicte aiguë, une pointe de regret pour l'inconfort des enfants, mais surtout, du soulagement. Ils avaient ressenti les conséquences de leurs suppositions, et je n'avais pas dit un mot. Je n'ai jamais décroché, jamais répondu,
j'ai simplement observé leurs vacances parfaites se fissurer dès le début. Les jours suivants sur le bateau se sont déroulés dans une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Après avoir assisté au chaos par caméra interposée, j'ai choisi un après-midi calme pour agir. J'ai marché sur le pont, alors que le navire glissait vers le prochain port, le soleil haut et chaud. J'ai pris plusieurs photos de moi à ce moment-là, appuyé contre la balustrade avec l'infinie étendue bleue des eaux mexicaines derrière moi, un vent léger dans mes cheveux, un cocktail coloré à la main, le visage détendu d'un contentement sincère. Pas de pause, pas d'exagération, juste la preuve de l'endroit où j'étais et de ce que je ressentais. De retour dans ma cabine, j'ai ouvert la discussion de groupe familial pour la première fois depuis mon départ. Les messages non lus s'empilaient, datant des jours précédents. Des dizaines d'entre eux, les horodatage montrant une frustration croissante. Je n'en ai lu aucun. J'ai joint une des photos, celle avec la vue la plus claire sur l'océan et mon sourire tranquille, et j'ai tapé la légende, je vous avais dit que je ne serais pas là. Je vis ma propre vie. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai immédiatement fermé l'application. Téléphone de nouveau en mode ne pas déranger au complet. Quelle que soit l'explosion qui a suivi, elle est restée contenue dans cette discussion, loin de moi. D'après les informations qui sont parvenues plus tard, l'impact à la maison a été rapide et total. Tous les plans pour adultes soigneusement arrangés, la réservation dans un restaurant chic pour le réveillon, les excursions d'une journée sans couche ni crise de colère, les soirées tranquilles sur lesquelles ils comptaient ont instantanément disparu. Avec 3 enfants désemparés et des montagnes de bagages, il n'avait plus d'autre choix que de faire demi-tour et de se diriger vers l'appartement de maman. Le trajet a été misérable. Les enfants, toujours secoués par le froid et la confusion, posaient des questions répétées auxquelles personne ne pouvait répondre de manière satisfaisante. Une fois chez maman, la réalité du petit espace les a frappés de plein fouet. 2 chambres, des antiquités délicates sur chaque surface, des couloirs étroits, rien n'était préparé pour un bambin, un enfant d'âge préscolaire, et un bébé qui rampait. Le parc pliable tenait à peine dans le salon, bloquant le passage. Les jouets débordaient des sacs, les couches s'empilaient dans les coins, les biberons s'alignaient sur le comptoir de la cuisine. Les tensions sont vite montées. Preston a accusé maman d'avoir mal jugé la situation, insistant sur le fait qu'elle avait assuré à tout le monde que j'étais entièrement d'accord. Lana s'est plainte du manque de fournitures, pas de nourriture pour bébé adéquate en stock, pas de chaise haute, une inquiétude constante que Harper n'atteigne des objets fragiles. Maman s'est défendue en justifiant ses intentions, rejetant la faute de tout ce gâchis sur mon absence soudaine. Les voix se sont élevées pour savoir qui aurait dû confirmer plus attentivement, qui avait trop présumé. Les enfants se nourrissaient de la tension, leurs pleurs résonnant plus longtemps dans les nuits. Les arrangements pour dormir sont devenus improvisés, des matelas gonflables sur le sol du salon, des draps tendus pour un peu d'intimité. Les repas sont devenus des plats à emporter rapides, mangés autour d'une table basse trop petite pour tout le monde. Les sorties prévues ont été annulées les unes après les autres. Pas de brunch de fête chic. Pas de soirée sans bataille pour le coucher. À la place, des courses rapides pour les produits essentiels des enfants, du linge qui s'accumule, des dessins animés qui tournent en boucle pour acheter des moments de calme. Les disputes se sont poursuivies par vagues, un ressentiment silencieux pendant la journée, des échanges plus vifs après que les enfants se soient enfin effondrés de fatigue. Preston et Lana se relayant dans l'épuisement, maman se sentant dépassée dans sa propre maison. Personne n'a eu le repos ou la célébration qu'ils avaient imaginé. Quelques jours après le début de cette nouvelle réalité, Marley m'a envoyé un message avec de nouveaux détails, qu'elle avait recueillis auprès de tante Hélène. Hélène, toujours au courant des potins du quartier, et son cercle d'église avait entendu des versions de l'histoire circuler largement. Les gens en discutaient après les messes, sur les parkings, dans des groupes de discussion, comment la famille était arrivée chargée d'enfants et de bagages, avait attendu dans le froid jusqu'à ce que le voisin menace d'appeler la police, puis était reparti en catastrophe. Les spéculations se mêlaient à la sympathie pour les enfants, et à un jugement silencieux sur la planification. Hélène a transmis les grandes lignes sans prendre parti, maman se présentant comme l'organisatrice choquée, Preston et Lana se parlant à peine, l'appartement décrit comme un chaos organisé. Marley a ajouté son propre commentaire dans un texto de suivi, on dirait qu'ils reçoivent une bonne dose de ce qu'ils ont essayé de te refiler. Une révélation, espérons-le. J'ai lu cela avec un intérêt détaché. Aucune impulsion d'intervenir ou d'expliquer. Avec chaque notification réduite au silence, les derniers jours de croisière se sont déroulés sans accroc.
Les escales ont apporté de nouveaux paysages, des marchés animés à Cabo avec des fruits frais et de l'artisanat, un moment de détente à la plage à Mazatlan, des rues vibrantes à Puerto Vallarta remplies de musique et de couleurs. Les jours en mer signifiaient une pure relaxation, de longs petits déjeuners avec vue sur les vagues, des après-midi au bord de la piscine avec des livres, des soirées à profiter des spectacles ou de dîners tranquilles avec vue sur l'océan. Aucune interruption ne m'a atteinte. Aucune nouvelle exigence ou culpabilité. La distance me semblait protectrice, me permettant simplement d'exister sans attente. Chaque lever de soleil sur l'eau renforçait ce changement. Les vacances que je redoutais se sont transformées en quelque chose qui n'appartenait qu'à moi, reposant, sans excuse, et entièrement selon mes propres termes. Le voyage s'est poursuivi, me transportant plus loin dans ce calme durement gagné. Quand le navire a accosté à Los Angeles, et que je suis rentré à la maison au début de la nouvelle année, une légèreté inconnue m'a accompagné tout le long du trajet. La route depuis le port semblait différente. Les fenêtres légèrement baissées malgré le froid de l'hiver, la musique que j'avais choisie jouant fort, aucun poids d'obligation à venir. En entrant dans le garage de mon appartement, tout semblait identique en surface, mais je le sentais reconquis. De nouveau à moi. J'ai défait mes valises lentement, rangeant les vêtements d'été qui portaient maintenant des souvenirs d'air salin. Puis j'ai vérifié mon téléphone correctement, pour la première fois depuis des semaines. Aucun nouveau message de maman. Aucun appel de Preston. La discussion de groupe était silencieuse depuis ma dernière photo. Ils s'étaient tus après la tempête initiale, réalisant peut-être que la poursuite était vaine ou trop épuisante au milieu de leur propre désordre. Ce silence a confirmé ce que je savais déjà, il était temps de le rendre permanent. J'ai ouvert les paramètres et j'ai bloqué le numéro de maman, puis celui de Preston. J'ai supprimé entièrement la discussion de groupe familial. Je me suis désabonné des comptes associés sur les réseaux sociaux. Pas d'annonces dramatiques, juste des coupures nettes. Toutes les tentatives futures se heurteraient à des murs. Je n'étais plus disponible pour la négociation ou la culpabilité. Dans les semaines qui ont suivi, des fragments des retombées me sont parvenus indirectement. Tante Hélène, toujours l'observatrice neutre avec des oreilles dans tous les cercles, a appelé un après-midi pour prendre des nouvelles. Elle n'a pas posé de questions sur mon voyage, mais a partagé ce qu'elle avait entendu par ses amis de l'église et les discussions de quartier. L'histoire s'était répandue, discrètement mais largement. Le dépôt inattendu qui a mal tourné. Les enfants dans le froid, la retraite rapide. Les gens sympathisaient surtout avec les enfants, mais des questions subsistaient sur la planification et la communication. Les invitations aux événements habituels de maman se sont taries. Les mentions au club de lecture ont changé, les rendez-vous café l'excluaient sans explication. Elle est devenue celle qui avait des problèmes de famille. Des sourires polis cachant la distance. Hélène a également mentionné Preston et Lana. La pression financière soudaine, due aux jours de travail annulés et aux frais de garde supplémentaires, s'est ajoutée aux tensions existantes. Les disputes qui avaient commencé pendant les fêtes ont persisté, se transformant en discussions plus importantes sur les rôles et le soutien. Ils se sont séparés temporairement. Lana est retournée avec les enfants chez ses parents pour prendre de la distance, Preston restant dans leur maison. Pas encore un divorce dramatique, mais une fracture nette due à un stress qu'ils n'avaient pas anticipé. J'ai écouté sans commenter, ne ressentant ni satisfaction ni regret, juste la reconnaissance que les actions ont des conséquences. Hélène a terminé par « Les choses sont tendues là-bas. J'espère que ça se calmera ». Je l'ai remercié pour les nouvelles et j'ai changé de sujet. Un soir, des mois plus tard, en naviguant nonchalamment, je suis tombé sur l'ancien profil Facebook de maman via un ami commun. Une publication d'il y a 2 ans est apparue dans les souvenirs. La photo de Noël encadrée, fièrement accrochée, tout le monde regroupé joyeusement autour du sapin scintillant. Des sourires larges, des bras liés, une joie de fête parfaite, et moi, absente du cadre. Je l'ai fixé plus longtemps que prévu. L'ancienne piqûre a brièvement refait surface, puis s'est estompée, car maintenant, en regardant mon propre espace calme, organisé selon mes termes, rempli de choses que j'ai choisies, je voyais clairement le contraste. Pour la première fois, je me tenais au centre de ma propre image. Pas sur les bords, pas dans les coins, pas dans un rôle de soutien. La leçon s'est ancrée profondément. Les limites ne sont pas égoïstes, elles sont nécessaires. Le respect de soi ne nécessite pas de prouver sa valeur par le sacrifice. Et personne n'a le droit de traiter votre temps comme jetable, simplement parce que c'est pratique pour eux ou parce que vous êtes au chômage. La vie depuis est plus stable.
Le travail s'écoule sans les interruptions que je permettais autrefois. Les plans sont les miens. Les vacances approchent sans appréhension, seulement avec des choix. Je ne me demande pas s'ils ont changé, ou si des ponts pourraient être reconstruits. Certaines distances sont saines. Le cadre dans lequel je suis maintenant me va parfaitement, et il est entièrement à moi.